Et maintenant, j'accueille Nora Béra, Geoffroy Didier, Florent Philippot. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là, vraiment. Et pour titiller le débat, les questions et les réactions des internautes d'Europe 1, notre partenaire. Il se trouve que ce sont des réactions, franchement, vous vous en doutez, enfin oui, vous en doutez, j'imagine, accablées. Pour Antoine, regardez, c'est une première réaction, c'est simple et net, c'est l'UMP, le spectacle d'un amateurisme incroyable. 3 fédérations oubliées dans le décompte des votes, comment est-ce possible, nous dit-il. Nadette, elle, va dans le même sens et dit les Français ont besoin de gens sérieux. Sous-entendu, ceux-là, ils ne sont pas, qui ne se préoccupent pas de leur avenir personnel. Sous-entendu, ceux-là, ils le font. Et Christine, elle, tient le pompon de la consternation. Alors, mais en même temps, elle aime bien, ça la détend. C'est bon pour la santé, merci. L'UMP. Bon, voilà, le ton est donné, c'est parti. Alors, une réaction rapide pour lancer le débat, parce que ça change toutes les heures. Hein. Vraiment, c'est un feuilleton formidable. Aucun scénariste n'aurait jamais imaginé cela. Hein. Alors, pour lancer le débat et pour considérer, alors 134 parlementaires menacent, mort de rire, de composer un groupe filoniste à l'Assemblée, de faire une scission. Une scission. Sérieux ou pas? Réponse rapide, oui, non. Geoffroy Didier. Écoutez, je ne vais pas ajouter un commentaire à tous les commentaires qui sont déjà faits depuis quelques heures. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Personne, effectivement, n'avait imaginé que la démocratie arrive sur cette ligne de crête qui est 50-50. Mais allons jusqu'au bout des choses. Démocratie un peu bananière, quoi, non? Mais pourquoi vous dites ça? Je sais pas. Mais pardon, mais la démocratie est perfectible. La démocratie est imparfaite. Ça sent pas bon. Écoutez, les fraudes, personne aujourd'hui n'a prouvé qu'il y a eu fraude. Il y a contestation. Allons jusqu'au bout des choses. Il y a une commission des recours. Écoutez, le jour où vous aurez une preuve qu'il y a eu une fraude, vous me le direz. Aujourd'hui, aucune preuve n'est apportée. S'il y a des recours, eh bien, saisissons la commission des recours comme l'a fait Jean-François Copé, et puis nous verrons bien, allons jusqu'au bout des chiffres, allons jusqu'au bout de la vérité. Mais le principe, avant tout, c'est celui de la démocratie. Et pardon, mais c'est bien mieux qu'au Parti Socialiste où Martine Aubry a désigné son successeur dans l'arrière-cuisine de la rue de Solferino. Nora Béra. Écoutez, je crois que j'entendais tout à l'heure vous parler d'amateurisme. Non, mais d'abord, il est un peu prématuré pour envisager l'avenir de l'après-commission ad hoc qui va s'organiser sous la houlette d'Alain Juppé. Je crois que c'est une très bonne proposition et je salue la volonté d'ailleurs dans les deux camps de profiter de cette opportunité pour essayer de tourner une page, la page de ces résultats. On sort de l'impasse de ce matin, disons. On sort d'une impasse, en effet. Nous avions le camp de Jean-François Copé et le camp de François Fillon, qui étaient chacun postés finalement sur une position qui n'était pas satisfaisante. Moi, je pense aux militants. Parce que ces militants qui ont été motivés, qui ont été votés dimanche, qui ont donné... Mais c'est très important. C'est très important. Le processus est correctement déroulé dans la majorité des bureaux de vote. Aujourd'hui, ce qui a posé problème, ce fameux résultat et ces chiffres annoncés par la commission de contrôle. On risque de revoter. Vous savez, si Alain Juppé dit nous verrons. Monsieur le ministre de la Défense, ancien ministre de la Défense, mais on reste toute sa vie ministre de la Défense. Paysage de bataille, après la bataille, enfin, pendant la bataille, allez. Écoutez, c'est disons, l'expression d'un joyeux bordel, quoi, voilà. C'est à la fois, en effet, le fruit de la démocratie, mais là, honnêtement, c'est tout de même... je dois dire quand même, là, j'ai 51 ans, j'ai 30 ans de vie politique derrière moi. Et vous vous dites ça, c'est inédit. Je pense que, en la matière, on a rarement fait mieux, quoi. Quand même, c'est assez formidable. Vous dites salut l'artiste, quoi. Je dis là, franchement, non, derrière ça, j'écoutais Nathalie juste avant, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, c'est qu'il y a eu... un duel, et elle dit le duel a été fatal. Les ambitions de personnes, tout ça, je trouve ça, quand on dit, voilà, ils pensent qu'à eux, etc. Non, ils ont une ambition, et cette ambition, elle est légitime. Très bien. La seule chose, c'est qu'il y a quand même une problématique de ligne politique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a... C'est pas tellement le combat Fillon-Copé, moi, qui m'a intéressé. C'est les résultats d'émotion que j'ai trouvé d'émotion. Oui, d'émotion, parce que ça n'a intéressé personne, parce que ce ne sont pas des combats de personnes, donc forcément... On y arrivera aux motions. Mais une motion qui fait la droite forte qui fait près de 30%. Alors on peut se dire, elle fait... oui, je sais, elle fait 30%. Alors est-ce que parce qu'on reprend le slogan de Nicolas Sarkozy, ou c'est parce que ça correspond à la tendance la plus droitière de l'UMP? 10% simplement pour les gaullistes.
ce qui veut dire que l'UMP n'est absolument plus gaulliste. Non, mais tout ça, c'est pas si négligeable que ça d'appréhender tous ces sujets-là. Florian Philippot. Le gaullisme, c'est la droite forte, rassurez-vous. On va y venir. Le gaullisme, c'est un héritage. Et la motion, ce n'est pas une vieille chapelle. C'est peut-être ça aussi le message de ces résultats. Florian Philippot, qui de plateau en plateau prend un air un peu narquois, faussement accablé. Si, j'adore, vous êtes un comédien formidable. Faussement accablé. Oui, mais je n'ai pas de raison d'être accablé, je suis pas à l'UMP. Non, mais genre, je regarde comme ça ce spectacle. Bon, allez. Non, l'UMP a doublement perdu la tête. Elle n'a plus de chef et n'a plus de morale. Voilà. Et c'est vrai que ça ressemble à une espèce de... C'est à la fois révélateur, cette crise. Le problème, c'est pas 50-50, ça peut arriver, ça, en démocratie. Le problème, c'est les conditions, c'est la fin déjà de campagne qui était violente, et c'est l'après. Moi, effectivement, je fais pas mal de débats. Ouais. Je vois des fillonistes et des copéistes qui s'envoient des noms d'oiseaux. Je vois que la haine décomplexée a remplacé la fameuse droite décomplexée. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de retenue. La haine décomplexée, c'est pas mal ça. Oui, c'est la haine décomplexée. C'est la seule ligne aujourd'hui à l'UMP. Et c'est assez révélateur parce qu'on s'est rendu compte que l'UMP, c'était un édifice assez solide, comme ça, un grand parti. Et en fait, vermoulu. Complètement vermoulu. Et vermoulu par quoi? Comment il s'est vermoulu, justement? Vermoulu, non pas, ce serait assez noble, par les idées. Justement, je ne suis pas en accord avec vous, monsieur Morin. Je ne pense pas que ce soit des confrontations d'idées ou de lignes. Du tout à l'ego. Ça, ce serait assez noble. Vous savez, quand la SFIO, c'est vieux, hein, quand la SFIO a explosé, ça a donné la SFIC, l'ancêtre du Parti communiste. C'était la ligne majoritaire à l'époque. C'était sur un débat d'idées. Spécialiste, c'était capable de vous en parler. Mais au moins, il y avait la confrontation d'idées. C'était une destruction créatrice, en quelque sorte. Une destruction créatrice. Ouais. Là, c'est une destruction qui détruit. C'est tout. Parce que ce sont des combats, des combats de personnes, des rivalités d'ego, des égoïsmes. Là, il n'y a jamais eu de combat de personnes. Chacun le sait. Jamais. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'ambition au Front National. Non, les ambitions sont légitimes. Mais quand il n'y a plus que cela, parce que c'est ça le problème de l'UMP, c'est qu'il n'y a plus que cela. C'est pour ça que c'est vermoulu. Détrompez-vous, l'émotion démontre qu'il y a un vrai débat d'idées. Oui, mais l'émotion, ce sont des mots. Ça vous dérange? C'est ça le problème. Les mots, ce sont ceux que vous venez de citer depuis 3 minutes, c'est la palabre. Ces gens-là, vous-même, Copé, Fillon, Juppé, tout ce que vous voulez, ils étaient tous dans le sarkozysme. Pour vous, c'est Kifi Bourrico. C'est évident, puisqu'ils viennent de soutenir 10 ans de sarkozysme dans les mêmes majorités, dans les mêmes gouvernements. De présenter les choses. Alors, évidemment, il y a des mots différents. Et c'est de ça dont souffre l'UMP. L'UMP souffre de l'absence d'idées, de projets, ce qui fait que ça s'effondre très facilement en réalité. C'était très fragile et on est en train de le voir. Vous de caricaturer l'UMP. Je crois que c'est une vraie analyse de votre part. On n'est pas surpris. Aujourd'hui, c'est quoi? Pas être humble ou pas humble. Je fais l'analyse. L'objectif et l'ambition d'une élection, c'est quoi? C'est de définir qui sera le chef. C'est un peu ça. Oui. Il y a une équipe dirigeante et il y a une ligne politique. Sur la question du chef, on arrive à 50-50. Sur la ligne politique aussi. Pardon, Hervé. Alors, en effet, il est difficile aujourd'hui de pouvoir donner une légitimité à Jean-François Copé, compte tenu effectivement du déroulement de l'exposé des résultats. Mais sur la ligne politique, on voit bien que cette élection est l'opportunité finalement de révéler deux corpus idéologiques, avec d'un côté une droite, on va dire, un peu dure, avec la droite forte, la droite populaire, et d'un autre côté, une droite faite de gaullistes sociaux, des humanistes, qui portent un projet économique et social. Vous avez d'un côté les aspects régaliens, de la droite forte et populaire. Mais attendez, à partir du moment où vous avez ces deux Geoffroy Didier, il est où corpus, il y a deux marketing différents. Oui. Vous avez aujourd'hui une balance, un équilibre entre ces deux composantes. Non, ils pèsent à peu près 40% dans les deux camps. Je réponds. Nous avons un équilibre entre ces deux corpus idéologiques. L'enjeu aujourd'hui, parce qu'on a cette scission, on est face à une crise politique, en effet, l'enjeu c'est de retrouver un consensus, un compromis pour définir une ligne consensuelle. Mais ça peut se trouver un compromis. Un compromis, c'est un peu artificiel aujourd'hui, comme ça, non? Le travail, je suis d'accord avec rien de ce que tu dis, mais on va faire un compromis. Alors, si aujourd'hui j'interroge Geoffroy pour lui demander de venir sur ma ligne politique des humanistes, il va me dire non. S'il me demande d'aller sur sa ligne politique, je vais dire non. Donc comment on fait pour se retrouver à ce qui nous divise, voilà. Mais non, mais si nous ne serions pas l'UMP, sinon moi je rendrais ma carte de l'UMP, on aura bien Le compromis, c'est la synthèse qui permettra de nous rejoindre
sur une ligne politique partagée. Non, Hervé, c'est trop facile ça. Non, Hervé. Moi, je voudrais juste dire un désolé mot. de vous décevoir. La ligne que défend Geoffroy Didier est tout à fait respectable, mais la ligne qu'il a défendue Nicolas Sarkozy dans sa campagne de 2007, il disait déjà globalement la même chose, mais il l'a pas mise en place. Déjà, il disait qu'il fallait réduire l'immigration. Il a fait plus d'immigration que Jospin, 200 000 entrées légales par an. Déjà, il disait qu'il fallait relancer un projet d'Europe plus proche des citoyens, protecteur. Il a fait l'inverse. Il a fait tous les traités comme le Parti socialiste. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de ligne. Il y a des faux semblants, il y a des tactiques politiques, il y a des mots, il y a du marketing, il y a de c'est ça, c'est le marketing, le grand mot. Derrière, il y a le spectre, ou au-dessus plutôt de M. Buisson, voilà, le grand tacticien, le maître des mots. Voilà, grand perdant ou grand gagnant? C'est pour ça, si c'était sur des lignes politiques, ce serait beaucoup plus noble, mais on voit bien que ce n'est pas des lignes. Les débats auxquels j'ai assisté, ou auxquels j'ai participé, ce n'était pas argument contre argument, idée contre idée, c'était fraude contre fraude, tricherie contre tricherie. Haine contre haine. Il faut aussi savoir dépasser cet enjeu personnel. Au-delà de cela, il y a la politique à définir. Moi, ça m'intéresse de pouvoir assister en direct à des débats de ce genre, c'est intéressant. Comme quoi, je vous ai bien fait de vous inviter. Oui. Comme ça, vous êtes avec nous, tout ça. Non, allez, sérieux. Non. Ça vous acclape, là? Non, je pense qu'on peut avoir dans une même formation politique des complémentarités. Je veux dire, l'idée qu'il faudrait que tout soit... Quel est le point commun? Oh, il n'y a pas, vous savez, l'idée que François Fillon soit un homme centriste modéré, j'ai jamais vu dans sa vie politique quelque chose de centriste et de modéré chez François Fillon. C'est un pur produit du séguinisme et du RPR. Bon, franchement, bon. On se réclame du séguinisme d'ailleurs. Bon, voilà, donc honnêtement, j'irais pas dire ça. Ce que je pense, c'est qu'on a probablement, peut-être, d'avoir une inflexion et une transformation de la vie politique avec la construction d'une famille, l'UMP, qui reposait sur des bases très instables depuis le début. Mais on les camouflait, avec Sarkozy, avec tout ça. Ça tant que vous êtes au pouvoir, vous camouflez les choses, parce que tant que vous êtes au pouvoir, vous avez l'obligation de solidité et de solidarité. C'est-à-dire que les fondations ne risquent jamais de s'ébranler tant que vous détenez le manche. C'est le jour où vous détenez plus le manche que tout risque de s'ébranler. Et donc là, on est à un carrefour. Alors, ça veut dire quoi? Que des gens vont aller chez vous? Des militants vont aller chez vous? Je pense que c'est d'autres au Front National. Alors, c'est vrai qu'on a eu... Front National. C'est vrai qu'en 3 jours, on a 4000 adhésions sur Internet. Je ne peux pas croire que c'est 4000... 4000 adhésions? Oui. Je ne peux pas croire que ça ce soit 4000 Français. Pas autant. Mais je parce que non, mais je veux bien vous croire, mais c'est parce que les gens apprennent l'existence aussi de l'UDI. Monsieur Morin. Je ne pense pas que ce soit 4000 personnes qui n'avaient jamais adhéré à une formation politique. Moi, je sais que j'ai quelques amis qui m'ont dit, j'en ai plein de dos, de tout ça, je vais venir chez vous, etc. Mais c'est plutôt des gens qui ont voté Fillon, ceux-là. Je sais pas. Non, pas forcément. Enfin bref, ce que je pense, c'est que pour nous, l'idée qu'on va se construire sur l'échec des autres, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'il faut tirer de cette élection aussi que Jean-François Copé, qui était donné comme le grand perdant de l'affaire, a démontré que si vous n'aviez pas un discours clair, de conviction, avec la brutalité que représente aujourd'hui la vie politique française, mais aussi la société française, vous n'étiez pas entendu par les Français. Pas audible. Vous n'êtes pas audible. Donc nous, avec notre humanisme, avec notre discours, nous avons aussi besoin d'avoir un discours de radicalité. Mais comment on peut être radical et centriste? On peut être radical, mais bien sûr, alors c'est toute la question. Si on a un discours d'eau tiède, de bisounours, ça ne marchera pas. C'est la première chose. La deuxième chose, central et pas centriste, comme dirait. Voilà. Et la deuxième chose que je pense moi profondément, c'est que c'est pas une tectonique des plaques dans laquelle on se dirait l'UMP, certains vont aller là, ça va aller là, etc. Ça fonctionne pas comme ça. Ce que je crois aussi, c'est qu'il y a dans la société. Non, mais attendez, qu'il y a dans la société française, tant dans le monde traditionnel de la droite que de la gauche, une persistance rétinienne. Non. Il y a une vraie, j'allais dire une droitisation, mais c'est pas le mot. C'est une société française qui porte l'idée qu'il y a la nécessité de construire de vraies ruptures. Et vous les trouvez autant chez les ouvriers que chez les bourgeois. Bon. Et que ça, c'est aussi l'enseignement de cette campagne-là. C'est qu'on voit bien que c'est pas aussi simple que ça. Avançons. Ils ont tous dit, on est d'accord sur Juppé, sur le Alain, juge de paix, quoi. Ils sont tous d'accord, d'accord? Pas mal. Oui, facile. Mais enfin, ils sont d'accord. Moi, je suis d'accord pour la démocratie. Non, mais ça, vous pensez que si c'est fera Juppé tout ce qu'il dira, qui est le garant de la démocratie et du respect d'un homme, une voix, ça me va. Mais juste, on fera ce qu'il dira, y compris, allons revoter. Mais on fera ce que la démocratie aura dit
un homme, une voix. Si Jean-François Copé ou François Fillon gagnent d'une voix, Alain Juppé proclamera que Jean-François Copé ou François Fillon a gagné d'une voix. Respectons les militants qui sont allés voter quand même, Serge Moati. Non, mais ça sera la commission présidée. Respectons-les s'agissant des motions. Parce que Florian Philippot me dit c'est l'ombre de Patrick Buisson. Je ne sais pas si c'est l'ombre de Patrick Buisson, de Nicolas Sarkozy, de Jésus-Christ, de Gramsci ou de je ne sais qui. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui... notre relative ombre tutélaire, ce qui m'intéresse, c'est la base. Ce sont les militants, ce sont les adhérents de l'UMP. Et ils ont voté massivement pour les motions. Et qu'est-ce qu'ils ont adressé comme message? Ils ont dit que la droite forte était largement en tête. 28%, et cette absolument. droite, elle n'est pas droitière, elle n'est pas facho, elle n'est pas extrême droite. C'est le centre de gravité de la droite aujourd'hui. Nous sommes la première force politique du premier parti de l'opposition républicaine, que vous le voulez ou non. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un centre fort. Ça ne me dérange pas qu'il y ait un centre fort. Ça ne me dérange pas qu'il y ait un Front National qui est là pour surfer sur les problèmes et qui n'est qu'une ambition, pardon, c'est effectivement de faire des souffrances que rencontrent nos Français au quotidien, son fonds de commerce. Parce que c'est comme ça que le Front National... et vous pensez que le rempart contre le Front National... Nous voulons régler les problèmes, nous voulons trouver des solutions, nous voulons une droite fière d'elle-même, fière de ses convictions. Pour combattre le FN, il faut faire du FN un peu. Pour Mais, combattre le FN, il faut faire un peu du FN. Vous tombez dans cette bien-pensance de gauche qui finit par ne plus rien penser à force de vouloir bien penser, Serge Moati. Je vais vous dire, nous sommes la droite tout court. Et les militants l'ont dit dans les urnes. Respectons les militants, respectons la démocratie. C'est ça le message de la droite forte. Le problème, monsieur Moati, c'est que j'ai entendu ce discours, mais 100 fois ces 10 dernières années. Vous allez l'entendre encore de nombreuses fois. Désolé qu'il ne vous convainque pas. Sur les tréteaux des meetings de Sarkozy, je l'ai entendu en 2007, je l'ai entendu en 2012, j'ai entendu le discours de Grenoble de juillet 2010. Jusqu'ici, Nicolas Sarkozy a quand même mieux convaincu que Marine Le Pen. À travers, en 2002. À travers, si vous voulez, les écrans de télévision. Et qu'est-ce qu'on a vu ensuite? La réalité de ce qu'il a fait. C'est pour ça que la vraie question derrière cette crise, il faut élever un peu le débat. On ne va pas commenter tous les jours, chaque minute est rocambolesque. Ça change tout le temps. Bon, ça change tout le temps. Mais ce qu'il faut, c'est prendre un peu de recul. Quel est l'intérêt? Je parlerai d'idées. Quel est l'intérêt aujourd'hui dans le débat d'idées justement de l'UMP, de son existence? Qu'est-ce qu'il apporte honnêtement? Moi, j'aime bien l'initiative de l'UDI parce que moi, c'est clair. Ils disent on est fédéraliste, on est communautariste, on est pour la discrimination positive. Ils assument. L'UMP, ils font ça au pouvoir. Non, mais... C'est ce que Mme Joanneau, plusieurs fois sur les débats, qui je crois est à l'UDI. Voilà. Mme Joanneau est communautariste. Elle a dit, moi je suis pour la discrimination positive. Pas pour moi, c'est. Écoutez, ça c'est une nuance du communautarisme, si vous voulez. C'est une nuance de l'UDI. Mais voilà, mais l'UMP fait cette politique. Eux, ils sont effectivement aussi fédéralistes, européistes, communautaristes, ils le font. Sarkozy avait dit lui-même qu'il était pour la discrimination positive, mais ils n'assument pas. Et puis, ils font monter du marketing, la droite forte, etc., pour essayer de garder des électeurs. La démocratie, c'est du marketing. Mais cette crise sera révélatrice, parce que les derniers patriotes qui croient encore en l'UMP, qui pourront encore se faire avoir, ils sont en train de venir, je crois. Ils sont en train de venir chez nous, exactement. Alors je dis pas qu'on a eu 4000 adhésions. En tout cas, on a un surcroît d'adhésions. Il faut revenir aux fondamentaux. Et ils ne viennent pas depuis 3 jours. Ils ne viennent pas depuis 3 jours, c'est un phénomène de fond. Enfin, bien sûr que vous savez, je me souviens encore de Geoffroy Didier de l'époque de la Diagonale, hein, ce club de Sarkozy de gauche. En général, ça vient plutôt de Florian Philippot, cette observation. Non, ça vient de la droite populaire. Il se disait favorable au droit de vote des étrangers, des municipales, et à l'égalité des droits pour les homosexuels, ce qui n'a rien de condamnable pour moi. J'ai travaillé. Non, mais attendez, juste qu'on se dise les choses. Quand je disais on est entre nous, là, on peut se dire la vérité. Personne ne regarde. Bon, j'ai travaillé aux côtés de Brice Hortefeux, qui, comme chacun le sait, a toujours été un sérieux gauchiste. Ah oui. Pour effectivement rassembler, redoutable gauchiste, je sais que vous le connaissez bien et que vous l'appréciez beaucoup. Pour rassembler, au-delà des clivages partisans, les sarkozystes en 2007. Pardon de vouloir rassembler, je sais qu'effectivement, ce n'est pas votre objectif. Donc voilà l'objectif de la Diagonale. Le rassemblement de et je vais vous dire une chose, sur le droit de vote des étrangers. J'ai vécu à l'étranger. Lorsque je vivais à l'étranger, je me disais, puisque je contribuais à l'activité économique de la ville où je vivais, je me disais, mais pourquoi finalement je ne pourrais pas contribuer aussi à la décision, je termine, à la décision de savoir si on va construire une piscine municipale. Et puis je suis rentré en France, et j'étais à l'épreuve du terrain, et je suis dans le Val d'Oise, dans un canton où il y a 40% de Front National, et je sais à quel point, en France, notamment dans les quartiers les plus sensibles, il y a des dérives communautaires, et où la cohésion de notre société est un équilibre fragile. Et je me suis dit, la France n'est pas prête pour le droit de vote des étrangers. Donc vous voyez, il n'y a que les imbéciles, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai évolué à l'épreuve du terrain. Eh bien, vous n'évoluerez jamais parce que vous êtes chloroformé dans vos petites certitudes.
Eh bien, écoutez, c'est la différence entre... Mais si, vous êtes chloroformé. Je suis pas impressionné avec chloroformé. Et avec vos doctrines. Moi, je suis pas doctrinaire, je suis pas idéologue. Je suis à l'épreuve du terrain, à l'épreuve des militants. À l'épreuve du terrain, monsieur Didier, vous ne ferez croire ça à personne. Mais vous avez dit, je suis... Vous proposez la charte républicaine. Pourquoi vous proposez la charte républicaine des musulmans de France? Là, vous allez accepter ça, la charte républicaine des musulmans de France? Mais elle va dire non sur le principe. Mais quand je vais lui expliquer ce que c'est une charte républicaine, nous vivons dans une république, c'est ce que propose la droite forte, nous vivons dans une république laïque. Nous vivons dans une république laïque, ça veut dire que chacun a le droit d'exercer librement son culte, mais dans le respect et dans les limites de la République. Mais pourquoi pas une charte des Juifs de France, une charte des catholiques de France? Ça amuse les journalistes comme si c'était polémique. Mais je m'amuse. Alors prenons, M. Moiti, puisque vous rigolez beaucoup. Vous avez compris, pourquoi pas une charte des Juifs, une charte des catholiques, une charte des protestants, une charte des... Personne. La laïcité ne concerne pas un culte en particulier, elle concerne l'ensemble des cultes. Écoute Nora, je t'assure, moi c'est une communauté que je connaissais mal, la communauté musulmane, et je suis allé à sa rencontre. Il n'y a pas de communauté musulmane. Il n'y a que des Français. Bon, allez, ok, sortez de votre rhétorique. Je disais que vous étiez communautariste. Pour vous, il n'y a pas de dérive communautaire en France? Ça, ce serait un scoop. Non, il y a une dérive communautaire parce que vous ne cessez de dire qu'il y a des communautés. En fait, on avance pas mal dans le débat. Non, mais c'est intéressant. Je crois qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Enfin, bref, évidemment. Bien entendu. Je pense qu'il y a besoin de construire un contrat de confiance avec la communauté musulmane, en effet. Ça dit déjà le CFCM, on est d'accord. Je le dis. Oui, mais il n'est pas tout à fait représentatif. Avec la reconnaissance d'un certain nombre de conditions d'exercice qui soient dignes, qu'il y ait un carré musulman convenable dans chaque cimetière, qu'il y ait des lieux de culte convenables dans chaque cimetière, qu'il y ait en quelque sorte la reconnaissance qu'une partie de nos compatriotes ont cette religion-là et qu'on leur permette de l'avoir dignement, et qu'en même temps la République affirme avec la plus grande brutalité et la plus grande rigueur qu'il y a des principes qui sont incontournables et que cela, personne ne peut y déroger. Écoutez, moi je le signe tout de suite. Alors ça prend un nom, ça en prend un autre. Non, je pas dit brutalité et sévérité ainsi contre les gens qui... je dis que l'égalité entre les États, l'égalité entre... des lois, tout simplement. Monsieur, je dis clairement, Civitas qui cogne sur les féministes en question au moment de la manif. Par exemple, après l'avoir dit au lendemain de la manifestation d'un certain nombre d'intégristes au pied de l'ambassade des États-Unis, j'étais content d'entendre Manuel Valls dire la même chose que ce que je disais, en disant s'il y a des musulmans dans le lot qui sont de nationalité étrangère, eh bien, leur accès, c'est la porte et le retour dans leur pays. Ils verront s'ils peuvent manifester n'importe comment. Mais je pense que la République a besoin de dire des choses aussi claires que ça. Voilà. Vous êtes d'accord? Écoutez, moi je veux dire, vous parlez. Pardon, Madame Béra. Vous parlez beaucoup, il y a beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de paroles, mais les Français en ont soupé de cela. Vous avez été tous les trois, je crois, quand vous exercerez le pouvoir, vous réglerez ça tout de suite. Ou en soutien à un gouvernement pendant 10 ans, entre 2002 et 2012. Pourquoi n'avez-vous pas fait cela avant? La République qui réimpose sa loi sur chaque mètre carré du territoire national, nous sommes tous d'accord. Mais vous vivez chez les bisounours. Mais simplement, vous croyez que gouverner c'est facile? Mais pourquoi vous croyez que la lutte contre les communautarismes, vous ne prenez pas un combat permanent? C'est trop facile de refaire les mêmes promesses en permanence. Pourquoi, lorsque vous avez gagné des municipalités, vous les avez perdues? La ficelle du prestidigitateur est un peu grosse. On ne peut pas refaire les mêmes promesses. Pourquoi, lorsque vous avez gagné des municipalités, vous les avez perdues à plat de couture 6 ans plus tard? C'est que vous aviez donc parfaitement 2 sur 4, ce qui n'est pas un taux mauvais. Si par exemple il y avait des alliances électorales avec le Front National, qu'est-ce que vous feriez de l'UMP? Certainement pas, c'est quelque chose... Impossible, quoi qu'il arrive, impossible. Je suis intransigeante là-dessus. Intransigeante, moi je regrette que le débat, on tourne toujours autour de grands enjeux. Fillon l'a exprimé d'une certaine façon d'ailleurs. De quoi donc? Qu'avec Jean-François Copé, il n'y avait aucun risque qu'on aille vers le Front National. Non mais attendez. Ils l'ont dit l'un l'autre. J'ai pas entendu. Quoi? Ce n'est pas le sujet. Mais nous, on ne parle pas aux quelques-uns qui sont les responsables du Front National. En revanche, les électeurs qui étaient à l'UMP auparavant et qui sont allés voter Front National parce qu'ils sont exaspérés ou parce qu'ils sont désespérés, ceux-là, moi, j'estime que c'est ma mission, voir l'honneur d'un responsable public. C'est sûr qu'avec le spectacle que vous offrez, vous allez leur redonner confiance. Alors là, Florian Philippot et Serge Moiti, c'est qu'il n'y a pas de sous-électeurs dans notre pays. Il n'y a pas de sous-électeurs dans notre pays. Chaque électeur doit être considéré
avec ses désespérances et avec ses exaspérations. Ça veut dire quoi concrètement dans une ville pour les municipales en 2014 ? Attendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez tenter de séduire les électeurs de M. Philippot. Ils n'ont pas simplement des désespérances. Je tente de parler aux Français, je ne tente pas de séduire Florian Philippot. Non, ça ne m'intéresse pas. Florian Philippot. Non, mais et ses quelques amis responsables du Front National qui ne parlent pas aux Français. Bon, moi j'essaie de parler à tout le monde, à tous les Français. On oublie une seule chose, c'est que les électeurs ne nous appartiennent pas, M. Philippot. Ils n'appartiennent à personne. Non, mais c'est important de le redire. Les gens sont libres de voter pour qui ils veulent. Ils voteront simplement pour une formation politique qui aura un projet crédible, avec des solutions crédibles sur le plan économique et social, sur le plan régalien, bien sûr. D'accord. Mais on change de sujet puisqu'on termine. Sarkozy est-il vraiment le grand vainqueur pour vous de cette tragicomédie de duel Copé-Fillon ? La question n'est pas là. Moi, je veux pas rentrer dans l'instrumentalisation de Nicolas Sarkozy. C'est pas à l'UMP de fixer le calendrier de Nicolas Sarkozy. Oui, et je suis une sarkozyste. Pur jus. Ah bah écoutez, vu mon parcours, je crois qu'on doit beaucoup à Sarkozy. La France doit beaucoup à Sarkozy. Donc l'heure n'est pas à l'instrumentalisation et c'est pas à l'UMP de fixer le calendrier de Nicolas Sarkozy. Mais est-ce que c'est pas lui qui a laissé derrière lui ce champ de bataille? Moi qui suis extérieur à tout cela. Si la France a besoin de lui. Moi qui suis extérieur à tout cela, je trouve que tout de même c'est un scénario qui ne ce qui s'est passé là, le scénario qui s'est passé. Je trouve que le scénario actuel n'est pas le pire pour lui, quoi. Pourquoi vous dites ça ? Parce que honnêtement, si on a envie d'un recours, forcément c'est lui qui apparaît. Ouais, mais en même temps, il est un peu responsable de ce qui s'est passé là, non ? Bah non. Quand même, comment on va dire ? Dès qu'il y a un problème, Nicolas Sarkozy est responsable. Mais ça, vous allez le faire jusqu'à 2028 ? 34. Oui. Non, mais enfin, quand même, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé là, non ? Oui, ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la démocratie, et ce n'est pas l'ombre portée. Prouvez-moi qu'il y a une fraude. Mais s'il l'a dit. Ça tenait. Ah, s'il l'a dit, c'était vrai. Monsieur Jérôme Lavrieux l'a dit devant les caméras télévision. Il y a une commission des recours, respectons les instances des partis. Il a montré, il y a monsieur Lavillier là, Lavilleux, qui a montré, vous avez vu la conférence de presse sur BFM là, il a montré des trucs de la fraude. Vous avez un peu de retard. C'est ça, bon, on peut appeler ça la démocratie. J'ai vu la conférence de presse de Jérôme, il était parfait dans son expression. Pour vous, c'est l'exemple même de la démocratie. Mais attendez, je ne suis pas en train de vous dire que la démocratie est parfaite. Bien sûr qu'elle est imparfaite. Dans toutes les élections, il y a des problèmes et des contestations. N'empêche que ce déballage sur le plan en direct envers les médias. Je crois que si la décision d'une commission ad hoc arbitrée par Alain Juppé avait été prise, je pense que tout ça aurait pu être évoqué à huis clos. Je voudrais dire une chose par rapport à Hervé Morin qui s'amuse finalement de ce spectacle qui n'est pas amusant parce que c'est la première force politique en France et je crois que c'est la première formation qui peut représenter une opposition crédible au Parti Socialiste. Je pense que pour l'UDI, ce qui va fragiliser l'UMP fragilisera l'UDI également. Parce que l'UDI et l'UMP sont partenaires dans le jeu électoral, dans le jeu politique. Et je crois que l'UDI a tout intérêt à ce que l'UMP puisse effectivement se redéfinir dans son idéologie politique. Non, pour assurer une complémentarité, parce que l'UDI a besoin d'une formation politique solide, la forte. La droite marche sur deux pieds. Absolument. Le droit et le centre. La droite. Non, mais simplement un mot, Nora. J'ai connu l'UDF plus forte que le RPR. Il aurait fallu faire un gros plan de Didier là. Je disais simplement que j'avais connu l'UDF plus forte que le RPR. Vous avez connu ça. Oui, évidemment, on s'en souvient avec une certaine nostalgie, d'espère Hervé Morin. Je me dis que la roue tourne toujours un jour. D'accord, on a terminé à un mot. Un petit mot, on parlait de crédibilité. Je rappelle que pendant que... Et à Lyon copéistes et fillonistes s'écharpaient sur les plateaux de télévision, Marine Le Pen faisait une conférence de presse sur la crise de l'euro. Mais est-ce qu'on s'est écharpé avec la Merci pour parler de l'euro. Est-ce qu'il veut qu'on sorte de la zone euro ? Désolé de vous décevoir. Je vous assure qu'hier, j'ai vécu des choses incroyables. C'est là où on peut mesurer la crédibilité, effectivement, des personnalités politiques. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, c'est terminé pour l'instant, mais ça va recommencer dans une heure. Il va y avoir peut-être une nouvelle dépêche. Invitez-nous dans une heure et demie. Oui, dans une heure et demie. L'UMP s'en remettra, et très vite. Très bien. Voilà, c'est terminé. Merci à nos partenaires d'Europa et de Dailymotion. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même lieu, même l'heure, même heure. D'ici là, citoyennes et citoyens de la blogosphère, de la tutosphère ou d'ailleurs, parlez, débattez, intervenez. Tiens, au hasard sur Europe 1, notre partenaire, et tweetez-moi. Oui, tweetez-moi toute la semaine. Méchanceté, s'il vous plaît, avec le hashtag #MoaTweet. Et que vive le débat. Pour ma part, je vous ai tout dit et je répète, salut et fraternité.